Virage hors série vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité conçus, fabriqués et testés au Québec. Bienvenue à Virage hors série. Aujourd'hui à l'émission, on fait l'essai de la Corvette version ZO6 et avec ses 650 chevaux, on risque fort d'avoir beaucoup de plaisir. Richard Pelchat de Silver Wax sera aussi avec nous. Alors on se déplace immédiatement à l'Autodrome Montmagny où Jacques Bienvenu nous attend. Salut Jacques! Salut Daniel! Alors cette semaine, j'avais vraiment hâte de mettre à l'épreuve les véhicules qui sont en arrière de nous. Évidemment, on va s'attarder davantage à la ZO6 parce que cette nouvelle Corvette qui vient d'arriver, et c'est de la puissance, Jacques, c'est assez extraordinaire parce que là, on parle de 650 chevaux, 650 livres pieds couple, donc ça devrait être déménagé tout à l'heure sur la piste. C'est quoi la ZO6? Bien, c'est la version la plus performante de la Corvette. On a la chance d'avoir les deux modèles ici. On a même le modèle régulier qui est, lui, à 450 chevaux. Mais on voulait faire une version performante. Puis là, on va aller un petit peu dans l'histoire parce que quand Corvette ont décidé de faire des versions plus performantes, bien, c'était la ZR1 qui était le modèle le plus haut de gamme donc, on mettait toutes nos connaissances puis toute la puissance dans ce modèle-là. En 1990, Jacques, un petit quiz comme ça, la puissance de la ZR1 en 1990, c'était 375 chevaux. C'était moins puissant que celle de la Corvette aujourd'hui qu'on considère, si on veut, de base, avant la ZO6. Alors, et à l'époque, on trouvait que c'était vraiment tout un cheval de bataille. Mais là, attends un peu. Là. Ils sont arrivés après ça avec la version en aluminium en 2009. Là, on a dit on va faire la version ultime. Là, on avait 638 chevaux. 2009, ça fait pas si longtemps. Non. Et là, moi, j'avais appelé, je me souviens, une petite page d'histoire, je vous raconte ça rapidement. J'appelle chez GM pour essayer de conduire une voiture comme ça. Et là, on nous répond, non, on va faire un événement privé à circuit fermé. C'est trop puissant, on peut pas en mettre une sur la route. Alors, il avait vraiment décidé de faire un événement privé avec une voiture de tête pour s'assurer qu'on reste vraiment dans les rangs parce que cette voiture-là était trop performante. Et là, on a la ZO6 aujourd'hui ici qui a 650 chevaux. Donc, ça va être quoi la prochaine version dans quelques années? C'est assez impressionnant. Mais pour faire cette version-là, on a sensiblement les mêmes voitures. Donc, on a un autre châssis qui est... c'est le même châssis en aluminium qu'on partage, mais il est 20 plus rigide sur la ZO6. Et également, les freins, les disques sont plus puissants. Les pneus également. Hey, ça vaut à peine de mentionner les dimensions des pneus de la ZO6. On a en avant du 2,85 30 ZR19. Oui. Donc, les ailes est allergie de 56 mm un petit peu à l'avant. On a du 3,35 25 ZR20 à l'arrière et les ailes sont un peu plus larges de 80 mm. Mais c'est intéressant parce que si on regarde, il n'y a pas longtemps, on roulait sur les pistes de course avec des pneus dans ces largeurs-là. Et aujourd'hui, on a ça sur des voitures de rue. Et le côté encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut conduire ces voitures-là tous les jours, autant pour aller travailler que pour s'amuser, comme on fait ici aujourd'hui. Et c'est des voitures qui sont devenues, même si c'est des voitures extrêmement performantes, c'est des voitures qui, en même temps, si on les conduit bien, sont extrêmement civilisées. J'ai hâte de voir tout à l'heure parce qu'on va essayer les modes de conduite avec la ZO6, même la régulière aussi. On a quand même des modes de conduite, donc on peut mettre les modes de piste, les modes d'accélération, les modes de conduite différents, donc qui changent les paramètres du véhicule. Manuel 7 rapports, on a une automatique aussi à 8 rapports qui nous fait passer avec les modes sport, super sport pratiquement pour un pilote de course professionnelle. On nous donne pour la ZO6 330 km de vitesse de pointe, donc j'ai hâte de voir si on va l'atteindre tout à l'heure. Et le 0-100 quand même autour de 3 secondes, donc je pense que les chiffres sont intéressants. Oui, c'est performant.
C'est performant, tout ça dû au fait que c'est un véhicule qui était extrêmement bien balancé. C'est un véhicule qui a un poids, l'équivalent de 50-50, alors autant de poids en l'avant qu'en l'arrière. Et ça permet, ce véhicule-là est construit justement lorsqu'on accélère à fond avec le véhicule. On le sent qu'on a un bon transfert de poids vers l'arrière et on sent qu'il y a quelque chose qui pousse vraiment dans le dos lorsqu'on est à bord du véhicule. Bien, on va aller s'amuser avec, puis on va constater ça tout à l'heure. On essaye. Chevrolet a été fondé en 1911 par Louis Chevrolet et William Crapaud-Durand. Louis Chevrolet, c'est un pilote automobile suisse qui a connu beaucoup de succès et qui s'est établi aux États-Unis afin de fonder sa propre marque d'automobile. William Crapaud-Durand, quant à lui, c'est le président fondateur de GM qui s'est fait évincer de son siège à la suite d'ennuis financiers au sein de la compagnie. Durand est donc allé chercher Louis Chevrolet afin de créer un nouveau modèle d'automobile et puis de fil en aiguille, ils en sont venus à fonder leur propre compagnie Chevrolet. Toutefois, les relations entre les deux propriétaires étaient assez houleuses. Durand prenait des décisions sans l'accord de Louis Chevrolet et donc Chevrolet quitta les mains vides quelques années plus tard. De son côté, Durand, lui, a repris les rênes de la compagnie, a racheté ses actions de GM avant de se faire évincer définitivement de la compagnie après d'autres ennuis financiers. Si les relations entre les deux propriétaires n'étaient pas des plus reluisantes, ce n'est pas le cas de la compagnie qui, aujourd'hui, est présente dans plus de 140 pays et s'affiche comme un des plus grands constructeurs dans le monde. C'est en 1953 que la Corvette vit le jour à Flint, dans le Michigan. Corvette, c'est la première voiture sport à être conçue par un constructeur américain. C'est également la première voiture de série dont les lignes sont directement issues d'un prototype et c'est aussi la première voiture de série à posséder une carrosserie en fibre de verre. On dénombre seulement 300 Corvettes C1. Elles étaient blanches à l'extérieur et rouges à l'intérieur et à l'époque, on les vendait 3 500 $. Aujourd'hui, elles sont très recherchées par les collectionneurs, non seulement pour leur rareté, mais également pour leur ligne typique des années 50. Je suis présentement accompagné de Jean Guéroy de Desharnais Pneumécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, pour le pneu sport de la semaine, tu vas me parler de durabilité cette semaine. Oui, absolument, avec un Toyo Proxys 4+. Dans l'industrie, le pneu de performance, on sait que la durabilité, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est un facteur qui joue un peu parce qu'on comprend très bien à cause de l'empreinte au sol et la friction qu'on a au sol et les bandes de caoutchouc qui composent cette bande de roulement-là, fait en sorte que c'est des pneus qui usent assez rapidement. Chez Toyo, on a travaillé justement avec un taux de compression beaucoup plus élevé pour les blocs qui construisent la bande de roulement. Donc, on est capable d'aller chercher une durabilité accrue. Et également aussi, par contre, avec les mêmes caractéristiques quand le pneu est neuf qu'à 50 d'usure. Donc, ça, c'est bien important. Ça, c'est très important. Surtout quand on parle de pneus de performance, on veut garder aussi les mêmes caractéristiques parce qu'on est habitué normalement de solliciter le pneu d'une certaine façon. Donc, si on a un peu d'usure sur le pneu, on va avoir les mêmes caractéristiques qu'au départ pour pas justement venir hypothéquer notre conduite. C'est un pneu, encore une fois, asymétrique. Donc, la bande de roulement extérieure est faite beaucoup plus costaud pour supporter notre poids, justement, qui va se déporter lors de virages serrés. Et c'est un pneu également qui est très bien fait, aussi très bien construit pour l'évacuation de l'eau.
Et on remarque que son sillon ici, extérieur, on l'a renforcé d'une bande de caoutchouc, justement pour favoriser la force centrifuge, l'évacuation de cette fameuse pellicule d'eau. Un pneu qui offre une belle douceur de roulement. Très belle douceur de roulement, puis c'est un pneu vraiment intéressant, autant en accélération qu'au freinage. C'est un pneu qui nous en donne beaucoup. Le mot à retenir, durabilité, Jean. Absolument. Ce volet esthétique vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Je suis présentement accompagné de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, on va profiter de l'environnement merveilleux dans lequel on est présentement à l'Autodrome Montmagny pour parler un peu vacances et parler aussi des gens qui viennent sur la track, mais surtout nettoyer sa voiture sans eau. Oui, ça c'est une grosse problématique. Hein? On le voit aujourd'hui, on est sur une track. De l'eau, on oublie ça. Les voitures doivent être propres pour les tournages. Fait qu'à ce moment-là, on a le meilleur exemple pour ça. Quand on voyage aussi, on part en voyage à un moment donné, on part une semaine ou deux. On n'a pas accès à de l'eau tout le temps? Non, puis je te dirais que, je suis le premier, quand je voyage, j'aime bien que ma voiture soit propre. Là. Fait qu'à ce moment-là, je traîne toujours quelques produits dans ma valise pour être certain que je suis capable de la nettoyer sans l'endommager puis la mettre belle aussi. Bon, quelles sont les étapes, là? Tu arrives, là, fin de journée, tu veux que ta voiture soit belle, tu as un petit peu de temps, on la nettoie. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a développé un produit cette année. Ça s'appelle un nettoyant. C'est un 3 dans 1. C'est ça qui est intéressant. Avant, OK. on avait un nettoyant sans eau. OK. Par contre, il en manquait un petit peu. Il n'était pas complet. Il n'était pas complet, puis on s'est aperçu qu'à un moment donné, tu fais de la route, tu es en vacances, là, l'asphalte colle, c'est chaud, puis le produit avait un petit peu de misère à l'enlever. Le nouveau qu'on a développé, c'est un nettoyant. OK. C'est un décontaminant. Ça veut dire qu'il va enlever toute la saleté de la Le route. goudron, là, quand... C'est ça, exactement. Puis en plus, il va cirer. Fait que ça, c'est intéressant, c'est vraiment facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend des microfibres, on ne travaille qu'avec ça. OK. On le vaporise sur le véhicule et on l'essuie délicatement, puis on le polit, on revire la microfibre. S'il puis on est le polit. très sale, est-ce que ça serait bon de le laisser travailler un petit peu, le produit? Oui, c'est évident. Quand on a des moustiques dans le devant, on n'a pas traîné notre produit pour enlever les insectes, bien à ce moment-là, on le prend, on le détrempe, on le laisse travailler quelques minutes, puis après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est passer une microfibre douce dessus et ça va les enlever la même chose. OK. Donc, ce produit-là, on peut faire l'auto complet? Tout au complet, c'est la beauté de la chose. Même si OK. quelqu'un dit, ben moi, j'ai pas de place, je vais en amener un, ça sera ça-là que j'amènerais. OK. Parce que lui, il me permet de faire toute la carrosserie au complet. Il va me permettre de faire les roues, de faire les pneus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le look que ça donne après. L'aspect brillant, elle est là. Tout le monde pense qu'on a ciré la voiture et ça dure quand même assez longtemps. OK. Différentes surfaces. Ici, on a des voitures avec du fibre de carbone, on a du plastique et on a toutes sortes de choses, là. Donc, on n'a pas à se soucier avec ce produit-là. C'est la beauté. Pas du tout. Puis même si on a des moulures non peintes, puis on veut les nettoyer aussi, ça va même protéger la moulure non peinte. Des fois, on se dit, ah ouais, c'est pas peinturé ou il n'y a pas de vernis dessus. Bien, on peut embarquer la même chose dessus. Il y a juste les vitres, c'est un petit peu plus touché parce qu'on a une cire, ça va demander un petit peu plus d'essuyage, puis un linge très, très sèche à la fin. OK. Mais à part de ça, le restant de la carrosserie, tout le véhicule, on lave tout avec ça, même le chrome, ceux qui ont du chrome dessus. Parfait. Autre produit? Oui, l'autre produit que je traîne, nettoyant à vitre, bien entendu. Un petit nettoyant à vitre avec une barrière, ça c'est intéressant parce que quand on l'utilise, ce que ça fait, on le voit pas quand on nettoie. Par contre, quand on le relave, la barrière que ça fait, c'est que la saleté colle moins, la poussière colle moins. Puis ça, c'est un élément que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Fait que tout ce qu'on a à faire, on le vaporise sur la vitre. Vraiment, vraiment simple en passant. Quelqu'un qui nettoie les vitres avec ce produit-là, c'est quasiment impossible de les manquer. Là. C'est un produit qui laisse pas de résiduel, il laisse pas de produit collant dessus. Un petit truc comme ça, moi, je l'utilise mes miroirs. Ça fait très bien. Oui, exactement. Je rate jamais mon coup avec ce produit-là. Est-ce qu'il va faire perler l'eau un petit peu? Oui, il va faire perler, mais c'est pas le but. C'est pas comme un traitement perlant qu'on a dans notre gamme, justement, qu'on peut poser. Mais oui, il va faire perler un peu, mais c'est surtout l'aspect que la saleté ne colle pas. Fait que par défaut, quand tu vas rouler, la poussière va moins coller, puis le restant va être plus facile à enlever. OK. Donc, un autre produit? Oui, le dernier produit que je traîne, c'est le produit pour les pneus. Moi, j'aime ça quand mes pneus sont brillants, de la finition là, du pneu. Je traîne toujours mon traitement, mon brillant à pneu. J'en mets toujours une petite finition, une petite couche très mince. Fait qu'à ce moment-là, ma voiture est propre. Mes pneus sont très, très noirs, puis ils sont très brillants, puis la voiture est parfaite. Donc, peu importe l'endroit où on s'en va, si on sait qu'on n'a pas accès à l'eau, 3 petits produits, puis notre voiture est belle. That's it, avec quelques microfibres, c'est tout ce qu'on a besoin. Ça prend très peu d'espace. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.
Alors, Jacques, on vient de s'amuser avec la ZO6. Quelle voiture de course? Je pense que dans l'industrie automobile, il y a des exotiques là, qui se pètent les bretelles puis qui bon à 3, 4, 500 000 $. Mais pour chaque dollar investi, si tu vas avoir une voiture sportive qui t'en donne pour ton argent, la ZO6 est toute une bagnole. Ce qui est surprenant, c'est que Corvette a décidé de développer un véhicule semblable qui est un véhicule de course transformé en véhicule de rue. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on monte à bord de ce véhicule-là, c'est un pur sang, ça. Là c'est plus la voiture de monsieur ou madame tout le monde. C'est une voiture que tu dois apprendre à dompter. Parce que les premiers tours de roue que tu fais avec ça, les premières accélérations que tu fais avec ça, tu t'aperçois que tu n'es pas dans quelque chose d'ordinaire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sous le capot. Et quand tu pèses à fond, tu sens que toute l'écurie se met en branle. Tu as 650 chevaux qui tirent en avant. On te dit quelque chose, ça pousse vraiment très fort dans le dos. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est bien entendu le confort de la voiture en partant. Parce que lorsqu'on monte à bord de cette voiture-là, l'intérieur, c'est là qu'on doit se sentir confortable parce que c'est là qu'on va conduire pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors, ta visibilité doit être bonne, ta visibilité au niveau des cadrans, etc., qui sont bien situés. Le véhicule qu'on a ici à l'essai, c'est avec une boîte manuelle, Daniel, ce qu'on en conduit de moins en moins souvent. Mais on découvre un confort et on découvre un véhicule, finalement, avec les tours, qui nous emmène là, vraiment à une étape qui se dit « Wow, là, il faut que j'arrête parce que je vais fort probablement passer tout droit. » Mais ce véhicule-là, maintenant, on nous développe des véhicules qui ont tellement de systèmes électroniques pour nous aider à la conduite, pour se protéger. On dirait que le véhicule, il pense, bon, il m'a vraiment protéger le fou qui est là au volant, parce qu'il risque de faire des erreurs de conduite incroyables. Puis je suis content que tu dises ça parce que, je veux te dire, Jacques, lorsque tu regardes les modes de conduite et tu dis, bon, j'ai pas besoin de toucher à ça, tu te rends compte que lorsque tu mets le mode piste, lorsque différents modes embarquent, bien, tu perds le contrôle de la traction, tu perds le contrôle de la stabilité. Donc, ces modes-là viennent vraiment t'aider selon la situation. Tu as un mode économique pour la conduite de tous les jours et ça change vraiment les paramètres du véhicule et tu as l'impression de conduire une toute autre voiture. Comme sur la piste ici, lorsque tu mettais le mode piste, on voyait vraiment une différence. Le comportement du véhicule était complètement différent. Puis là, c'est avoir le champion pilote contrôle le véhicule parce que là, tu es en mode track. Donc, tous ces modes-là sont plus que des jouets. C'est vraiment l'utilité selon l'utilisation du véhicule. Les modes sécuritaires. C'est qu'on doit vraiment faire ça. Jacques, parle-moi de la piste d'accélération parce qu'on a accéléré avec la ZO6 et 2-3 premières secondes, là, une fois que ça a fini de patiner tout ça, la sensation de puissance est extraordinaire. Bien, c'est entendu que le départ, même si la piste qu'on a ici à Montmagny m'a vraiment impressionné, c'est qu'au niveau de la traction, c'est un véhicule qui a beaucoup de traction. Mais 650 chevaux, là, il faut que ça prenne un pavé qui t'aide à accélérer. Et bien entendu, lorsqu'on passe la deuxième vitesse, mais je peux te dire quelque chose que ça pousse pas à peu près. Alors, moi, je trouve que Corvette a vraiment fait un véhicule drôlement intéressant. Quand on était sur la piste tout à l'heure, on pouvait voir, par exemple, comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans les virages, comment loin on peut freiner. Parce qu'il faut dire que les Brembo qu'il y a après ce véhicule-là, t'as même tu sais quoi, ça a 15 pouces de diamètre. 15,4. C'est ça. Alors, ce véhicule-là, au niveau des freinages, et pas dire on l'a poussé, là. Ah oui. Et pas une fois, et une piste serrée, comme il y a ici à Montmagny, c'est une piste qui est exigeante pour les pneus, mais c'est exigeant pour le freinage. Et généralement, c'est toujours les freins qui lâchent en premier. Jamais une seconde, j'ai senti que les freins voulaient être plus mous, voulaient nous pousser même un petit peu plus tard qu'on l'utilisait. C'est un véhicule qui a été vraiment bien développé, que les ingénieurs de GM ont vraiment fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas le nombre de milles, parce que ça s'est fait en milles, qui ont pu tourner avec le véhicule avant de dire « Oui, ça c'est approuvé ». Je veux dire quelque chose, quelqu'un qui va avoir un véhicule qui fait de tout, qui va t'emmener prendre ton café ou prendre ton bain ou prendre ton déjeuner ou aller au cinéma, qui va t'emmener en toute quiétude, avec du plaisir. Il y a juste un conseil qu'on peut donner aux ingénieurs qui ont fait un travail sans reproche, mais il y a seulement le bouton de contrôle où on choisit ses modes de conduite et
contrôle d'attraction qui est en lien avec le bras. On peut l'accrocher, donc une petite affaire d'ergonomie, mais le reste est tellement amélioré à l'intérieur de la Corvette que c'est c'est presque sans reproche. Ouais. Je pense que c'est de la longueur que tu as les bras. Probablement, je vois que c'est c'est ça. probablement ça. Prix de départ, 92 000 pour une ZO6. Vous ne payerez pas 92 000 pour une ZO6 parce qu'il y a toutes sortes d'équipements. Celle qu'on a là est autour de 100 000. Donc, Oui. il y a un autre groupe d'équipements ZO7 qui peut arriver avec des freins céramiques, d'autres ailerons différents, habillage un peu différent à l'extérieur également. On rajoute un autre 7-8 000. Donc, je pense qu'on a de la misère à dépasser le 110 000 pour une voiture de cette catégorie-là et de cette, je dirais même, tu sais, c'est une voiture de course que tu t'achètes pour Carrément. ce prix-là. Carrément. Et au début de l'entrevue, j'ai voulu comparer avec les Corvettes de ce monde, les Lamborghini de ce monde, et honnêtement, ça ne me gêne pas. Le dollar sport plaisir avec la ZO6, pour l'instant, est présentement le meilleur de l'industrie, sans aucun doute. Oui. Et ce que je trouve aussi d'intéressant, c'est que quand on achète une voiture de même, c'est bien entendu pour son plaisir personnel, mais on aime être au volant de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et le design de cette voiture-là, moi, je trouve qu'il vraiment sort de l'ordinaire. Tu ne vois pas une. Croise-en une n'importe où, sur la 20, sur la 40, sur n'importe quelle route. Tu vas toujours avoir un œil dessus, tu sais ce qui s'en vient. C'est une Corvette. Jacques, tu as conduit plusieurs Corvettes dans ta vie? On est conduit quelques-unes, oui. C'est-tu la meilleure Corvette à ce jour? Définitivement la mienne. Bon, on arrête ça là. Merci. Là. Plaisir. Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Je suis maintenant en compagnie de Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Alors, de quoi tu nous jases aujourd'hui? Bien, la Corvette, on peut pas passer à côté, mais un petit peu des faits intéressants. Premièrement, voiture nord-américaine de l'année en 2014. On est quand même pas si loin. C'est une voiture qui a marqué vraiment les passionnés. Et avec raison. Oui, avec les passionnés de performance avec raison. C'est vraiment une marque de voiture aussi qui a innové vraiment avec l'innovation du côté fibre de verre. On l'avait connu comme la voiture du futur. 2 millions de ventes au travers de l'histoire. Donc, encore une fois, on ne pouvait pas passer à côté de ce véhicule-là, donc pour notre édition Mais spéciale. une petite réputation quétaine là, avant la dernière génération. Oui, effectivement. Donc, un certain slogan qu'on aura peut-être la chance de ne pas répéter dans le futur parce qu'on a changé un peu vraiment le côté caractère du véhicule. Ta section préférée, Dan? Les films? Ah, les films, ben oui. Est-ce que tu te rappelles un film qui avait une Chevrolet Corvette? Pas bien, bien. Pas bien, bien. Écoute, vrai mensonge, True Lies avec Arnold Schwarzenegger. Donc, on avait une Corvette 1959 plutôt, une C1. Donc, il faisait un petit test drive. Il y avait Triple X avec Vin Diesel, où est-ce qu'il l'envoyait par-dessus le pont. On avait aussi, attention aux oreilles grivoises, Boogie Night avec Mark Wahlberg, une Corvette 1977. Et là, oui, c'est un film vraiment assez particulier. Ça, il faut que tu le vois. C'est les débauches d'une star de porno en 1970. Et je te dirais que sa voiture s'en va aussi en descendant quand il l'échappe, mais bon. Et je pense qu'une voiture, une scène qui a marqué vraiment l'histoire peut-être des jeunes générations d'aujourd'hui, c'est dans Star Trek, vraiment la scène initiale. Donc, on a une Corvette 65, une Stingray, que le jeune Captain Kirk conduit pour un peu démontrer son côté rebelle. Et en plus, un nouveau Star Trek qui s'en vient bientôt. Mais je le sais, Dan, c'est pas ton type quand il fait beau. Corvette de rêve aussi, la Corvette Stingray 1967. Ça, c'est vraiment la définition d'une Corvette agressive. On avait un 427 pouces cubes, 430 forces, mais c'était comme s'il y en avait 550 dans cette motorisation-là. D'ailleurs, il y avait comme une certaine rumeur qu'on n'avait pas tout à fait inscrit le bon chiffre au niveau de la puissance de ce véhicule-là. Seulement 20 construites en 1967. C'était quand même des bonnes années aussi, là. Ben oui. Puis la Corvette, première voiture à recevoir là, ce qu'on appelle V8 Small Block, c'est la Corvette qui a eu l'introduction de ce nouveau moteur qui a lancé ça pour les Nord-Américains. La pire voiture, la pire Corvette qui a jamais existé selon moi était l'édition Pace Car, donc pour les 500 de Indianapolis. En 1990, écoute, on a produit 1163 Corvettes comme celle-ci. Et d'après moi, il y en a encore beaucoup à vendre parce que sérieusement, le look était particulier. Les mags d'une couleur ordinaire, les drapeaux d'Indianapolis sur le côté, on réinventait le mot « quétaine », je pense, avec cette version-là. Ça faisait un peu particulier.
mais une voiture qui a fait sa marque, qui est rendue un classique. Donc, Oui, malgré tout ce qu'on pouvait en dire, ça demeure un classique. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on vient encore une fois de trouver la solution pour relancer cette voiture-là pour des générations encore à venir. Bon, évidemment, il y a toujours la rumeur qu'on veut changer le modèle de la Corvette, puis de génération en génération, on pense arriver avec un moteur central, puis là, C'est qu'est-ce confirmé. qu'on peut faire? C'est confirmé, j'ai hâte d'avoir... Je pense qu'on va arriver, la NSX pousse peut-être GM à faire ça, puis Oui. la bonne nouvelle, bien... Mais ce qu'on veut du côté de GM, c'est tomber vraiment du côté exotique un peu du véhicule. On veut se démarquer de la bataille qu'on avait peut-être avec les Mustangs de ce monde et on veut aller chercher un petit plus, je te dirais. On va perdre une partie des amateurs, donc des classiques, pour aller en gagner une nouvelle partie. Parlons-en des fans. Qu'est-ce qui a aidé aussi donc à amener une excellente réputation à la Corvette et ses dirigeants? Imagine-toi donc que GM a reconstruit une Corvette volée que le propriétaire avait perdue il y a 33 ans. Donc, on a restauré ce véhicule-là. C'est George Kelly qui était le propriétaire. On l'a retrouvé tout simplement l'an passé au Mississippi. On a placé un petit coup de fil, on a dit, écoute, on a retrouvé ta Corvette. Et GM, avec la gang du GM Heritage Center. Toi, tu as sûrement déjà été là dans ta vie de journaliste auto. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment une place, c'est le centre du patrimoine de GM. On a restauré ça de A à Z et on a remis les clés à l'ancien propriétaire. Et on se souvient qu'est-ce qui est arrivé avec cet endroit-là, le trou, les corvettes qui sont tombées, etc. En plein ça, donc le musée à Bowling Green du côté de Kentucky. Donc le trou, et en passant, on a transformé ça en exposition. D'ailleurs, Dan, il faut que tu ailles faire un tour là. Faut. Tu peux vivre virtuellement l'expérience. Il faut dire qu'on a restauré aussi l'ensemble des véhicules qui s'y trouvaient. Il y en a une seule, c'est une 1962, une noire convertible qui n'est pas tout à fait encore prête. Mais c'était très dommage de voir quel état qu'il y avait auparavant, mais de voir comment on a réussi à ramener ça, dont la millionième Corvette vendue, qui est en état magnifique présentement aussi. C'est déjà tout? C'est déjà tout? Tu Ben voulais oui. pas ton cadeau? Ah, vite, rapidement. Mais écoute, Dan, si jamais tu veux une Corvette de course, il y en a une qui va être tirée donc, dans les encans très populaires. Donc, en 1959, on l'appelle la Purple People Eater. Tu comprends pourquoi j'ai accroché? Tu iras tout simplement à faire une mise là-dessus si tu veux. J'imagine qu'un 1000 à 1500, on va être bon partir avec. Ton salaire, mon salaire, je suis pas sûr qu'on s'en sort. Merci. Voilà, c'est déjà tout pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine, puisqu'on va se laisser bercer au son de la musique d'un moteur Ferrari dans une Maserati et on transforme une R8 avec Topic Graphique. Virage hors série vous a été présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.